toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Second Souffle, la mission première. Ah, pendant que j'y pense, Nicolas, tu peux couper ta petite cloche en haut à droite, s'il te plaît. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection, indépendant, micro-entreprise, TPE. On ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir l'information et bien sûr nos webinars du vendredi. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 36 villes en métropole et en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore... je ne l'ai pas mis en grand, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette plateforme de webinar, je vous rappelle que en bas à droite, vous avez deux onglets. Un onglet chat pour discuter entre vous, entre nous, et un onglet questions, enfin une icône question pour poser vos questions. Posez bien vos questions à cet emplacement. Questions, pour éviter que les questions ne se perdent dans le chat. Merci. Des soucis techniques, un icône sur la gauche. Et puis, pour mettre en plus grand également, vous pouvez, vous avez un icône pour, et juste à côté, vous avez un icône réagir. Alors, réagir, ça sert à quoi? Ça sert à envoyer des petits emojis, voilà, comme ceci, pour donner votre réaction. Voilà, donc aujourd'hui, notre ami, notre parrain d'honneur et de cœur de l'association Second Souffle, Monsieur Nicolas Doucerin. Salut William, bonjour à toutes et à tous. Bon, ça fait plaisir de se retrouver. Eh oui, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ah, ouais. Il s'en est passé des choses depuis 2 ans, il s'en est passé. Alors, mon cher Nicolas, pour ceux qui ne te connaissent pas, Nicolas Doucerin est un entrepreneur dans l'âme. Hein, dès le plus jeune âge, Nicolas a passé la crise financière de 2007, non sans mal. Cette histoire, d'ailleurs, qu'il raconte dans deux livres que je vais vous partager de suite. Voilà. Le premier livre en orange, le deuxième en bleu. Voilà. Le premier, la crise de 2007, Lehman Brothers, et puis le deuxième, la pandémie, puis un petit peu la suite du premier également. C'est ça, hein, Nicolas? Bah oui, exactement. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est deux crises totalement différentes. Je rappelle que la première, c'est une crise financière venue des États-Unis après la faillite de Lehman Brothers qui a provoqué ce tsunami mondial à l'époque. Hein. C'était une crise financière qui a explosé, une bulle spéculative. D'ailleurs, on le voit très bien sur la couverture du bouquin. C'est assez drôle parce que j'étais à l'époque, je me souviens, tétanisé, apeuré. J'ai vu arriver ça dans ma petite entreprise à Issy-les-Moulineaux et j'étais très loin d'imaginer que moins de 10 mois après, je serais devant le tribunal de commerce de Nanterre pour mettre en redressement judiciaire mon entreprise, alors que depuis 12 ans, j'avais fait 12 années de croissance ininterrompue à 2 chiffres et 12 années de bénéfices. Voilà, donc ça, c'était la première crise. Et puis, effectivement, cette deuxième crise, au milieu du mois de mars 2020, donc il y a exactement un petit peu plus de 2 ans maintenant, cette crise sanitaire, celle-là, elle n'est pas venue des États-Unis, elle est venue d'Asie, elle est venue de Chine. On ne sait toujours pas d'ailleurs, William, je ne sais pas si tu as enquêté depuis, si ça vient du pangolin ou si ça vient de la chauve-souris ou s'il y a eu un mélange des deux. On le saura peut-être jamais d'ailleurs, ou peut-être qu'on découvrira un jour. Mais en tout cas, c'était une crise sanitaire. Et cette crise sanitaire, elle a provoqué un deuxième tsunami très différent, puisqu'elle a imposé aux États finalement de confiner. Et encore aujourd'hui, on le voit en Asie, en Chine. Et si vous regardez les reportages d'ailleurs à Shanghai, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est même assez lunaire. J'ai encore vu un reportage hier assez incroyable, ou sur lequel toute notre société, avec un grand S, a été à la fois surpris et finalement, cette crise sanitaire s'est imposée à nous et a provoqué, temporairement en tout cas, une crise économique qui a eu des répercussions sur nos sociétés, sur l'écologie, sur la manière de travailler, sur l'ensemble de nos entreprises et on aura l'occasion, bien évidemment, d'y revenir. La différence, par exemple, avec le deuxième bouquin, c'est que vous voyez dessus, je suis sur une planche de surf, j'ai mon masque. On voit bien que la crise du Covid est venue se superposer finalement à cette crise financière de 2008. Moi, j'ai connu les deux. La seule différence, c'est que j'ai beaucoup appris de la première crise, ce qui m'a permis de
d'apprendre des éventuelles erreurs, bien évidemment, mais surtout de mieux réagir face à cette seconde crise. Et à tel point, c'est que ça m'a permis de recréer un projet entrepreneurial et de repartir dans une aventure complètement dingue. On aura, pareil, l'occasion d'y revenir, William. Voilà, donc ces deux bouquins, je vous ai mis des liens dans le chat pour pouvoir les commander, les acheter sur un site français qui s'appelle librairieindépendante.com, qui, comme son nom l'indique, regroupe plus de 12 000 libraires en France. Et donc, vous pouvez directement les commander, voilà, sans passer par Amazon, sans passer par la Fnac, etc. Vous faites directement marcher les petits commerces. Et puis, ce qui est bien aussi, ce que je voulais rajouter quand même, c'est que c'est pas des bouquins pur entrepreneuriat, pure économie, management ou autre. Tu parles aussi de ta famille, comment ça se passe justement dans ces moments difficiles. Et c'est touchant et c'est très intéressant. Voilà. Merci. C'est un livre, comme on le dit, ce sont des livres témoignages. Voilà. Bien, alors l'actualité, l'actualité, il y en a beaucoup quand même. Ah ouais. On va commencer par cette inflation qui s'accélère dans le monde. La guerre déclenchée par Moscou a fait bondir les prix de l'énergie et des produits alimentaires, tandis que le retour au confinement dans plusieurs régions de Chine pour combattre la résurgence de l'épidémie de Covid-19 perturbe une nouvelle fois les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et tout ça engendre une tension sur les marchés financiers. Et puis, un petit chiffre quand même important, c'est que la Fed, la Réserve fédérale américaine, a relevé hier son principal taux d'intérêt d'un demi-point. Et c'est sa plus forte hausse depuis 22 ans. Alors, mon cher Nicolas, quel impact pour nous les entrepreneurs? L'impact, il va être évidemment extrêmement important. On rentre dans une phase de crise successive, peut-être en préambule et sans vouloir inquiéter tout le monde, parce que c'est vraiment pas l'objectif et c'est pas la philosophie de ces webinaires. L'objectif de ces webinaires, c'est de partager et c'est d'y aller avec une vision réaliste et résolument optimiste. Sur la situation actuelle, il est clair que nous risquons, et avec certitude, de vivre dans les mois et on va dire le quinquennat qui suit, nous risquons de vivre des situations de crise à répétition dans plusieurs domaines. Tu l'as évoqué d'ailleurs, William. On a aujourd'hui un gros problème sur les matières premières parce que je rappelle que les confinements successifs générés au niveau mondial ont désorganisé toute la chaîne de production de nos industries au niveau mondial. On s'est aperçu que des pays comme la France, l'Europe, étaient finalement totalement dépendants de pays, notamment comme la Chine et l'Asie. On le sait tous par les vêtements que l'on achète, par nos smartphones, par nos voitures, par les composants électroniques, par des milliers de produits. Ça va même jusqu'aux dérailleurs de nos vélos aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, acheter un vélo est devenu un véritable casse-tête. Il faut parfois entre 12 à 18 mois pour avoir aujourd'hui un vélo, ce qui paraît être une aberration. C'est pas parce que le vélo n'existe pas, le vélo est prêt. Il manque juste un maillon, c'est le dérailleur, parce que 100% des dérailleurs dans le monde sont fabriqués à un endroit, c'est en Chine, et qu'aujourd'hui, ces usines sont à l'arrêt. Donc, vous avez les roues, vous avez le guidon, vous avez la chaîne, vous avez tout, mais il manque un élément essentiel, c'est le dérailleur. Aujourd'hui, on le traverse de plein fouet, ça a une conséquence terrible. C'est qu'on a eu ces répétitions, effectivement, de fermeture, notamment en Chine. Ceci continue, et il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on décide à un moment donné de réouvrir à nouveau les usines que le problème se règle en quelques semaines. Il faut, pour retrouver un rythme normal, il faut entre 1 an et demi et 3 ans pour que tout redevienne normal, parce que, évidemment, vous avez un effet rattrapage de tous les retards accumulés qui passent prioritairement. Et de l'autre côté, il faut également engendrer toutes les nouvelles commandes qui passent par-dessus. Et on voit bien que ça provoque une désorganisation extrêmement importante. Le deuxième élément, c'est que tout ceci, évidemment, comme on n'est pas capable de produire autant de produits et de répondre finalement à la demande, tout ceci engendre une inflation des tarifs, c'est-à-dire que tout le monde augmente assez fortement les tarifs. Quand on augmente les tarifs, on génère une inflation qui est de plus en plus forte. Alors, il y a aussi des effets, sans vouloir rentrer dans la technique, il y a des effets rapport cours euro-dollar qu'il faut suivre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'euro, on échange 1 euro pour 1 dollar. Donc aujourd'hui, on a une monnaie qui est de moins en moins compétitive au niveau de l'euro. Et donc évidemment, ça surenchérit
l'achat, et notamment aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous, c'est le pétrole, hein, donc ce qui permet d'alimenter nos voitures, mais surtout qui permet d'alimenter toute une partie de l'industrie, notamment, on parlait encore récemment avec la Fédération française du bâtiment. Donc cette inflation, évidemment, ça tend un petit peu, évidemment, au niveau du marché. Ça diminue considérablement le pouvoir d'achat des Français, j'allais dire des Européens aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout coûte beaucoup plus cher. On le voit sur l'agriculture. Une guerre aussi importante que nous avons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ça va avoir des conséquences terribles à l'automne, durant l'hiver et notamment au printemps prochain. Parce que tout simplement, l'Ukraine est l'un des poumons de l'Europe sur le plan de l'agriculture, notamment au niveau c'est un céréalier le plus important. Ils exportent 40% dans le monde et notamment c'est 60% de la production aujourd'hui en Afrique. Et que bien évidemment, avec la guerre, toute cette production est annulée. Donc ça va créer une flambée des prix au niveau mondial. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'un très grand nombre de citoyens, et notamment l'Afrique, et ce n'est pas des moindres, vont manquer cruellement de farine. Et ça va générer évidemment des problèmes alimentaires extrêmement importants. Donc vous voyez, finalement, tous ces signaux, ça va encore une fois imposer à nous, entrepreneurs, de trouver des solutions alternatives parce qu'on ne va pas pouvoir se permettre d'attendre comme ça pendant 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, il va falloir que chacun, dans la position dans laquelle il commence à réfléchir pour adapter son modèle, changer de fournisseur, essayer de voir pour monter peut-être des nouveaux business j'allais dire, dans un circuit, ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire une capacité de produire, peut-être de réindustrialiser la France de manière un peu plus accélérée, parce que les solutions, elles ne vont pas tomber comme ça du jour au lendemain, et les conséquences sur nos entreprises vont durer comme ça un certain nombre de mois et un certain nombre d'années. Oui, alors cette tension sur les marchés financiers, ça a une conséquence, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Oui. Donc, ça veut dire une difficulté prochaine à emprunter pour les particuliers, mais aussi pour les entrepreneurs. Donc, quelles sont les solutions? Réduire sa capacité d'emprunt, commencer à en profiter maintenant, à demander des prêts Alors d'abord, il faut savoir 2 choses. On est encore en début de cette année 2022, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ouvertures de crédit, de financement, toutes les banques aujourd'hui ont la capacité de pouvoir justement prêter. Ils ont les réserves financières. C'est toujours plus facile de démarrer en début d'année ou sur le premier semestre que d'arriver au mois de novembre-décembre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on l'avait déjà dit à l'époque, et je le redis à nos amis, j'avais fortement encouragé sur Second Souffle à dire aux chefs d'entreprise, même ceux qui avaient de très bons résultats financiers, prenez un prêt PGE, utilisez toujours un bon bilan. C'est en ayant un bon bilan financier que vous pouvez emprunter plus facilement auprès des organismes financiers, notamment auprès du réseau bancaire. Je le redis aujourd'hui, tous ceux qui ont eu la chance, par le fruit de leur travail, par leur positionnement, de réaliser un très bon exercice 2021, c'est maintenant qu'il faut emprunter. D'abord parce que l'argent, même si le taux d'intérêt augmente, reste aujourd'hui encore extrêmement compétitif et que c'est toujours plus facile de demander un emprunt auprès de sa banque quand on a un bon bilan que quand on traverse une période de difficulté. Après, la question, c'est qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment je l'investis? Comment je transforme mon modèle économique pour que l'argent emprunté, évidemment, soit utile à faire évoluer le modèle économique et à permettre d'assurer la pérennité de votre entreprise. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre que les taux réaugmentent fortement, que votre situation financière risque de se dégrader à un moment donné parce que, tout simplement, je regardais un entrepreneur que j'accompagnais la semaine dernière. Il m'expliquait il est dans le milieu du BTP. Il m'expliquait qu'il achetait 50 000 palettes par an. Il y a 2 ans, il payait ses palettes en bois 4,78 €. L'année dernière, on lui a monté les prix à 11,18 €. 11,18 €, vous imaginez, c'est 7 € de plus. Et il y a 2 fournisseurs en Europe de palettes. Et là, il a reçu un recommandé, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, pour l'informer que le prix passait à 14,78 € et que sans confirmation de la commande dans un délai de 7 jours, le contrat serait résilié. Voilà dans quelle situation on a des entrepreneurs qui sont confrontés. Et lui, bien évidemment, ses palettes, il ne les refacture pas.
Donc 50 000 palettes avec une augmentation de 10 euros, bah, vous faites le calcul, c'est très simple, c'est 500 000 euros de marge en moins à la fin de l'exercice fiscal d'une entreprise telle que la sienne. Vous rajoutez à ça le pétrole, le gaz, parce qu'il fabrique du béton, il a besoin de chauffer toute la nuit dans ses entrepôts, dans ses usines pour faire des escaliers en préfabriqué, ses parpaings, il faut de l'énergie. Vous ajoutez toute la hausse de l'énergie qu'on subit aujourd'hui, et je peux dire que le résultat financier, c'est pas du tout le même à la fin de l'année. Donc on voit bien que face à ces changements qui sont brutaux, hein, finalement, parce que les hausses des matières premières, William t'en parlait tout à l'heure, on a les prix du blé, on est passé de 125 euros la tonne, je crois, à 480 euros aujourd'hui. Donc vous imaginez pour les boulangeries, les pâtisseries, tous ceux qui utilisent le blé. Vous avez les matières premières, notamment les métaux, et encore une fois le BTP, toutes les matières premières qui ont pris 20, 30, 40%. Donc quand vous avez remporté des chantiers auprès d'une collectivité, vous avez remporté un appel d'offres il y a 1 an et demi, vous avez déposé votre cahier des charges, vous avez déposé vos tarifs, et 1 an et demi après, ce que vous achetiez 1 euro ne coûte plus 1 euro, mais coûte 1,40 € ou 1,50 €, bah vous vous retrouvez finalement à vendre un chantier sur lequel vous allez faire des pertes. Et c'est ce à quoi les entrepreneurs sont confrontés aujourd'hui, ce qui démontre bien qu'il faut repenser toute sa chaîne de production, il faut voir comment relocaliser, comment créer aussi de nouvelles structures et entreprises, et c'est là où la crise peut offrir aussi des opportunités. Voilà. Et c'est important de ne pas rester en vase clos, de s'ouvrir, de repenser, d'avoir une vision moyen et plus long terme pour apporter des solutions durables et pérennes à son entreprise. Alors, trouver des nouveaux fournisseurs locaux, ça ne doit pas être non plus facile dans tous les domaines, hein, ce genre de... Non, mais on le voit. C'est vrai que, par exemple, si je prends l'initiative de Marc Simoncini, quand il a décidé, il y a déjà maintenant 4 ans, de créer un nouveau vélo 100% made in France pour réindustrialiser dans des usines SEB qui allaient fermer, et en se disant, voilà, on va arrêter de fabriquer en Chine, on va faire un vélo haut de gamme connecté. Ben aujourd'hui, son modèle économique fonctionne plutôt bien. C'est le fameux Angel Bike. C'est un magnifique succès industriel quand tout le monde lui disait, non, c'est pas possible, on fabrique tout en Chine. Il a quand même réussi à le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas rencontré des difficultés, William. Hein. Je sais que ça a été très dur. Ils ont eu des pénuries aussi d'approvisionnement en termes de produits. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à réindustrialiser une petite partie de cette industrie. Mon autre ami, Guillaume Gibault, vous connaissez tous, le slip français. D'ailleurs, William en a de très beaux dans ses tiroirs. Il sort toute une gamme masculine et féminine. Lorsqu'il a lancé cette entreprise il y a 13 ans, tout le monde lui a dit qu'il ne fonctionnerait jamais. Pourquoi ? Parce que tous les caleçons, tout le textile aujourd'hui était fabriqué en Chine. Et lui, il a dit, je vais faire un produit, je vais relancer le slip en France, bon, même s'il a complètement élargi la gamme. Je vais faire du 100% made in France. Je vais fabriquer, produire et commercialiser. Ben, sa petite entreprise aujourd'hui, elle fait pas loin de 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il fait travailler 34 usines partout sur le territoire national. Et aujourd'hui, le slip français est devenu une marque connue, reconnue. Quand tout le monde lui disait que c'était impossible, il a parfaitement démontré en disant que c'était complètement possible. Donc oui, c'est possible. Il faut de l'ambition, il faut des chefs d'entreprise, il faut des investisseurs, mais il faut surtout avoir cette capacité de sortir un petit peu de sa zone de confort. Repenser, revoir les choses, challenger. Je vous expliquais tout à l'heure dans le BTP qu'il y avait 2 fournisseurs en Europe de fabricants de palettes en bois. Bah, peut-être qu'il faut tout simplement repenser le système, peut-être qu'il faut inventer sur des nouvelles technologies, créer un nouvel acteur. En France, on a du bois, on sait fabriquer, on doit pouvoir faire quelque chose en France. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de profiter de ces crises-là pour saisir les opportunités, tenter de nouvelles initiatives et en tout cas contribuer à la réindustrialisation et finalement au développement de l'économie française. Oui, justement, parce que je voulais dire, Christelle sur le chat le dit, la zone de confort devient inconfortable à présent. C'est ce que je voulais dire, Christelle, c'est que il vaut mieux agir avant qu'on soit dans la crise, avant qu'on soit dans la panade, avant que l'entrepreneur et l'entreprise aient les pieds et poings liés. C'est maintenant qu'il faut agir tout de suite pour se trouver de nouvelles perspectives et pas quand on sera en pleine crise, quoi. Exactement. D'accord. Tu le dis si je t'embête. Hein, non,
Mais non, non, parce que non seulement je t'écoute, je lis, mais alors on a notre bonapartiste Xavier Gileron, Le ch'ti le Bonaparte. ch'ti, qui nous parle de l'huile de tournesol. Il a parfaitement raison. Vous savez que la grosse pénurie qu'on aura d'ailleurs, à cause notamment de la triste guerre que nous avons entre la Russie et l'Ukraine, c'est la fameuse huile de tournesol qui permet de faire des frites. Alors autant dire que nos ch'tis risquent d'être malheureux, mais on va vers une pénurie majeure. Pour le moment, on est en train de prendre sur les stocks liés à la production de l'année dernière. Mais comme on va manquer d'une production massive au niveau mondial, on va avoir de très, très grosses pénuries à partir de l'automne et notamment sur tout 2023. Donc, c'est un vrai sujet pour les restaurateurs qui consomment des quantités extrêmement importantes. Alors, il nous met, Xavier, je rappelle aux amateurs de frites qui n'ont plus d'huile de tournesol que les frites se cuisent très bien à l'huile d'arachide ou mieux encore au gras de bœuf et 2 cuissons pour avoir une frite croustillante. Bon, super. Vous voyez, donc comme quoi il y a des initiatives et c'est toujours important d'écouter notre ami Xavier. Ouais. Puis comme tu me le disais hors antenne aussi, Nicolas, ce qui te rassure, c'est que la vaseline n'est plus fabriquée avec de l'huile de tournesol ou Non, autre. c'est vrai, c'est donc, vrai. Donc ça te rassure quelque part. Voilà. Donc l'activité manufacturière, oui, on en a parlé. Oui, Shanghai, c'est Shanghai qui est quand même inquiétant parce que Shanghai, c'est là-bas que se fabriquent pas mal de composants et de cartes électroniques. Donc toi, tu as eu un petit souci avec ton dérailleur. Moi, j'ai eu un souci avec un lave-vaisselle. J'y pensais pas. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle et on m'a dit, oulala, vous savez, en ce moment, on n'a pas beaucoup en stock parce que les cartes électroniques viennent de Chine. Ah bah oui, j'avais pas pensé à ça. Alors que moi qui suis dans le milieu de l'informatique, je m'inquiète quand je veux commander un ordinateur ou autre, mais j'avais pas pensé qu'un lave-vaisselle, ça pouvait le faire. Surtout en plus mon lave-vaisselle, il est comme moi, il est connecté. Donc mais bon, j'ai quand même réussi à l'avoir. Donc il y a des produits comme ça, effectivement, on pense pas que c'est fabriqué en Chine. Bah, c'est toujours pareil, c'est pas toujours le produit dans son intégralité qui est fabriqué en Chine. C'est une partie, et c'est là où on voit toute la faiblesse de notre économie, c'est-à-dire que cette crise sanitaire a démontré des choses assez incroyables. Elle a démontré la faiblesse de l'économie française et même européenne par moment, où on est 100% dépendant d'un pays comme la Chine. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, quand on prend un peu de recul, quand on regarde la problématique, par exemple, des enjeux des vaccins ou les problèmes qu'on avait à un moment avec les fameux masques, les gants en latex, dont la matière première, je vous rappelle, vient d'Asie, c'est sûr que demain, il y a un sujet majeur. Si vous avez un pays qui dit non, c'est terminé, je vous coupe tout, c'est priorité chez nous, il n'y a plus rien pour vous, on se retrouverait avec des difficultés majeures. Et c'est vrai que la crise, c'est tout le côté positif de la crise, c'est qu'elle permet quand même de regarder en fait avec lucidité les points de faiblesse de notre organisation, de notre industrie, de notre économie et de notre manière de fonctionner. Et le plus important aujourd'hui, c'est de prendre de la hauteur et du recul, d'en tirer les conséquences et puis d'investir dans des nouveaux modèles qui soient peut-être plus courts, plus simples pour nous et surtout qui ont beaucoup plus de sens. On le voit sur un autre point, William. Quand on voit qu'aujourd'hui, la France est l'un des très gros producteurs de bois, et notamment du chêne, et que c'est la Chine qui achète aujourd'hui plus de 80% de la production de bois française. C'est acheté par la Chine. Ça part par des cargos entiers. Ça repart en Chine. Ils transforment en Chine pour revenir en France, et c'est vendu dans tous nos magasins, dans tous nos hypermarchés, aux quatre coins de la France et de l'Europe. On voit bien que tout ça n'a plus de sens aujourd'hui en 2022, en termes de pollution, en termes d'écologie, en termes de... Voilà. Il y a un moment donné, il faut juste qu'on se repose les bonnes questions et qu'on remette du sens, du bon sens, j'allais dire, dans notre économie et surtout dans nos décisions. Bien, bon, il y a quand même des notes positives. C'est que 2 ans après le début de la pandémie, le marché du travail en France reprend peu à peu. Le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de baisser depuis le 4e trimestre 2021. Alors, c'est quand même une nouvelle encourageante, ça, quand même. Alors, c'est une nouvelle encourageante. Alors, si j'agite un petit peu, si je regarde avec objectivité pour bien avoir analysé les chiffres, il y a 2 manières de voir les choses. Est-ce que l'emploi global des cadres en catégorie A s'améliore fortement en France? La réponse est oui, c'est incontestable, ça se ressent et on le voit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut le dire, on est quasiment au plein emploi au niveau des cadres en France. On a un taux de chômage qui est à moins de 4% pour les cadres,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la rotation. On peut difficilement descendre en deçà de ces fameux 4%. Maintenant, si on prend du recul, et ça, c'est un autre enjeu qui va se jouer dans les années qui viennent, c'est qu'on a énormément de personnes qui sont exclues du marché de l'emploi. C'est ce qu'on appelle les fameuses catégories qu'on compte jamais, mais elles sont quand même là, les catégories B, mais surtout les catégories C et D. Et là, quand on regarde depuis 5 ans, le chômage n'a pas baissé. On est toujours à 5 950 000 chômeurs, toutes catégories confondues. Et là, on vit une transformation qui est à la fois inquiétante pour beaucoup de nos concitoyens, mais en même temps très encourageante, c'est qu'on est sur le changement de modèles économiques qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de métiers qui sont en train de disparaître, et on le voit quotidiennement. Et malheureusement, les gens qui sont frappés, qui n'ont pas su se reconvertir, qui n'ont pas été accompagnés correctement, qui sont restés dans des entreprises un peu sclérosées, refusant de construire des plans de transformation, de s'adapter, de former, finalement d'adapter leur modèle économique, se retrouvent aujourd'hui sur le bord de la route avec des compétences qui ne correspondent plus aux besoins des entreprises. Et de l'autre côté, et c'est le côté très positif, c'est qu'il y a des dizaines, des centaines de nouvelles entreprises, de nouveaux acteurs qui sont en train de se créer partout, notamment au niveau des startups. Je pourrais citer plein d'exemples. Et là, il y a toute une palanquée de nouveaux métiers qui sont en train de se créer et qui offrent d'abord de nouvelles perspectives, qui permettent à des hommes et des femmes de développer de nouvelles compétences, qui permettent de découvrir de nouveaux métiers dans des nouveaux environnements, et donc qui permet de construire finalement une deuxième carrière professionnelle ou de débuter une carrière pour les plus jeunes. Mais c'est ça le côté passionnant de la crise que nous traversons, c'est cette mutation, cette transformation de nos modèles économiques. Et puis, nos habitudes de travail ont changé aussi, le télétravail. Et aujourd'hui, il y a quand même le rapport de force entre le recruteur et le demandeur est en train d'évoluer. Oui. Alors, il évolue, ça va, évidemment, c'est toujours un problème d'offre et de demande. Alors, d'abord, encore une fois, et ça, c'est un élément très positif de la crise sanitaire, c'est que le fait qu'on se retrouve tous, quasiment à 98%, confinés de manière autoritaire, rapide et assez violente à l'époque, ça a permis à beaucoup de prendre conscience qu'en dehors du boulot, il y avait quand même des choses essentielles. Je prends des exemples. Ceux qui ont eu, comme moi, par exemple, des jeunes enfants qui se sont retrouvés à être instituteurs pendant 1 mois et demi à 2 mois, ils ont commencé à prendre conscience qu'instituteur, c'était un vrai métier, pour ceux qui en doutaient. C'est un vrai job. Il faut de la patience, il faut de la méthodologie, il faut de la pédagogie, il faut de l'écoute. Et on voit bien que tout ça, c'est un job, un vrai job en tant que tel. Le deuxième sujet, c'est que ça a permis de passer plus de temps, évidemment, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des familles, mais ça a aussi provoqué l'effet inverse. C'est-à-dire que les personnes qui se sont retrouvées isolées, confinées dans un appartement sans personne pendant 1 mois, 2 mois, parfois dans des lieux extrêmement petits, avec une météo radieuse où il faisait très chaud, donc dans des conditions difficiles, ça a été quelque chose de très dur et très compliqué à vivre. Et finalement, quand on prend de la hauteur et du recul par rapport à ces périodes, cette période ou ces périodes exceptionnelles que l'on a vécues, c'est là où on voit qu'on est en train d'accélérer toute notre manière d'appréhender le marché du travail et finalement de vivre sa vie. Donc aujourd'hui, tu l'évoquais, William, et tu as raison, le télétravail est devenu quelque chose j'allais dire, quasiment d'obligatoire. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui imposent encore aujourd'hui 1 journée, 2 journées, voire 3 jours de télétravail. J'ai même des entreprises et des clients qui imposent 100% de télétravail parce qu'ils se sont dit, c'est une occasion unique, on va réduire les frais généraux, réduire les locaux, on va faire comme Stellantis qui a, sur ses 3 sièges sociaux en région parisienne, ont décidé d'en fermer 2 et ont imposé à tous les salariés de Stellantis de faire 3 jours de télétravail par semaine. C'est obligatoire, c'est à vie et c'est terminé. Ça a permis de faire des économies et au passage, ça a permis d'augmenter le petit bonus de M. Tavares qui nous a annoncé le mois dernier des sommes mirobolantes pour sa bonne gestion. Voilà. Ça, c'est un autre scandale. On pourra en faire un autre sujet. Non, ce que je veux dire par là, c'est que
On est en train de modifier toute notre façon d'organiser le travail. C'est un projet passionnant qui sont menés en ce moment par les directions des ressources humaines et encore une fois par les chefs d'entreprise. On le voit dans le milieu de la restauration. On ne peut plus avoir des serveurs, des serveuses qui travaillent, qui condamnent 3 week-ends par mois, qui se font toutes les soirées. Voilà, aujourd'hui, ils ont besoin de trouver un juste équilibre entre la vie personnelle, évidemment, et leur métier. Et si nos amis restaurateurs et de l'hôtellerie veulent retrouver les 200 000 personnes qui ont quitté ce secteur-là, eh bien, il va falloir qu'ils revoient leurs conditions de travail. Ils ont déjà commencé par des augmentations relativement importantes des salaires, parce qu'ils sont à pas loin de 16% d'augmentation. Ils n'avaient pas le choix. Mais c'est surtout la manière de travailler, la répartition pour redonner un équilibre de vie qui permettra d'attirer aussi de nouveaux talents. Donc, vous le voyez, la transformation, elle s'opère dans tous les métiers, dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs. Et ce que je disais tout à l'heure, toi qui fais partie de ce milieu, même si c'est plus... maintenant, tu fais des managers de transition, t'es plus Solic n'est plus là, mais concernant les habitudes de travail, moi j'ai entendu dire qu'il y avait justement dans des métiers tendus où le demandeur, le recruteur est en position de faiblesse parce que les demandeurs leur demandaient, mais moi je veux travailler 3 jours par semaine chez moi et j'aimerais travailler que 2 jours. C'est tous ces petits plus qui sont devenus des forces en fin de compte. Oui, c'est devenu des forces et je vois encore des entreprises qui sont figées sur leur position, mais ils vont avoir de grosses difficultés. Dans le milieu de l'IT et du digital, j'ai vu 2 choses intéressantes. Vous avez, il y a 2 mois, vous avez l'action de Capgemini. Capgemini, je rappelle, c'est la première ESN, société de services française au niveau mondial. Ils ont dévissé de 25% en bourse. Enfin, ils ont dévissé de 40% pour une raison, c'est qu'ils ont annoncé pour la première fois de leur histoire avoir un turnover de 25% de leur effectif. Pourquoi ? Parce que les informaticiens ne veulent plus être salariés dans les entreprises, ils veulent être libres, indépendants, ils veulent changer de projet, ils veulent tout simplement découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux environnements, d'avoir cette liberté de pouvoir travailler depuis chez eux, encore une fois, pour trouver cet équilibre de vie. Et ça me permet d'ailleurs, William, sur un sujet passionnant et qui me tient à cœur et qui concerne la question que tu viens d'évoquer là. Souvent, on pose la question, on me dit « Oui, Nicolas, le problème, c'est qu'on voit bien le freelancing, le management de transition que je représente aujourd'hui croître à 2 chiffres de manière extrêmement importante. Et de l'autre côté, on voit les CDI se tasser avec des grands groupes qui ont de plus en plus de difficultés à recruter, même les jeunes diplômés aujourd'hui. Et on me dit, mais Nicolas, c'est pourtant le CDI, c'est la sécurité, la garantie de l'emploi, alors que le freelancing et le management de transition, c'est la précarité. Et je leur dis, vous vous trompez complètement. La meilleure garantie, la meilleure sécurité qu'un individu puisse avoir, c'est le développement de ses compétences. C'est son niveau d'employabilité. Et ça n'est jamais un contrat qui fait la garantie ou la sécurité. Si vous pouvez avoir un CDI depuis 10 ans dans une boîte, si vous ne développez pas vos compétences, si vous ne vous formez pas, si votre entreprise ne s'adapte pas à l'évolution de la société, de ses consommateurs, qu'elle se retrouve en péril, eh bien, désolé de vous dire, vous serez un jour licencié, vous vous retrouverez au chômage, vous pourrez y rester 2-3 ans et vous aurez énormément de mal à rebondir. À l'inverse, si vous êtes beaucoup plus agile, si vous ouvrez au monde extérieur, si vous êtes en freelance, si vous faites différentes missions, vous connaissez différentes cultures, différentes méthodes, c'est tout ce savoir-faire, ces compétences et ces formations que vous avez développées qui vont vous permettre de rester ce que j'appelle bankable, de rester employable et donc finalement d'assurer votre pérennité. Alors le vrai sujet de société qu'on va avoir dans les mois et sans doute dans le quinquennat qui vient, c'est que je pense qu'on va d'une part inexorablement vers une refonte extrêmement importante du contrat à durée indéterminée. Je pense que le CDI est totalement obsolète aujourd'hui. De toute façon, il suffit de lire un CDI aujourd'hui. C'est un contrat qui fait 9 pages. Il est complètement obsolète en 2022. Il n'est absolument pas adapté d'ailleurs au télétravail avec tous les risques que cela impose d'ailleurs entre l'employeur et le salarié. On voit qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'agilité. On peut être en télétravail le matin, revenir l'après-midi, revenir le lendemain. Bon, et il y a des questions d'assurance. Par contre, on va avoir des vrais sujets de transformation à mener
sujets de transformation qu'on pourrait citer, c'est par exemple, bah voilà, Nicolas est bien gentil de dire ça avec le management de transition et le freelancing, mais si demain je veux acheter un logement, la première chose que va me demander de ma banque, c'est quel est mon contrat de travail, est-ce que je suis en CDI ou pas, donner mes 3 derniers bulletins de salaire, montrer une pérennité et un suivi au niveau des revenus pour être en capacité de pouvoir emprunter auprès des marchés. Et on le voit bien, hein, tout l'enjeu de notre société, là, dans les 5 ans et les 10 ans qui viennent, ça va être à ce niveau-là, ça va être d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus souple et de revoir ces vieux modèles de contrat de travail et du code du travail français qui est obsolète aujourd'hui pour répondre aux enjeux de transformation de notre société. Mais moi, je trouve en tout cas ces challenges particulièrement passionnants. Oui, et pour terminer encore sur une note encore plus positive peut-être du marché du travail, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est un magnifique succès. D'abord, il faut se réjouir d'une chose, c'est le chômage des jeunes qui a fortement diminué. Je rappelle que ce dernier était à entre 25 et 30% dans beaucoup de régions françaises. Il faut imaginer, hein, il y a 5 ans, c'est plus d'un jeune sur 4 qui se retrouvait au chômage, sans avenir, sans emploi et avec une formation pas toujours adaptée finalement aux besoins de nos entreprises et surtout des TPE et des PME. Voilà. Aujourd'hui, il y a un plan massif qui a été mis en place par le gouvernement et autant on peut le critiquer sur beaucoup de choses, autant on peut se féliciter de ce choix d'avoir investi sur la jeunesse. Je parle bien d'investissement et pas de coût. Pour moi, c'est un investissement avec un cocktail gagnant. D'abord, on a fortement augmenté les centres de formation. On a fortement incité les jeunes à arrêter d'aller bêtement dans des filières un peu élitistes parce que tout le monde n'est pas fait pour être ingénieur ou avoir fait une école de commerce et être bac+5. Voilà. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon nos sociétés seraient bien malheureuses. On a réussi à convaincre les parents, convaincre les jeunes de s'orienter vers des filières plus courtes, plus centrées sur le travail, en alliant justement les contrats de professionnalisation pour pouvoir apprendre sur le terrain et d'être formés et auto-formés par des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de chefs d'entreprise, de patrons de TPE et de PME qui passent du temps à former cette jeunesse pour offrir finalement la meilleure garantie qui soit, c'est-à-dire développer des compétences correspondant à un besoin réel sur le marché aujourd'hui de l'emploi. Donc il faut s'en réjouir. On a des centaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui sont dans nos entreprises. Moi-même, sur Valhumaine, que j'ai créé il y a maintenant 2 ans, j'ai pris un contrat en apprentissage, un jeune informaticien, voilà, qui s'appelle Eloane, qui nous a rejoints, que l'on forme, que l'on accompagne tout au long de son cursus. Et on sera très fiers de pouvoir contribuer à sa formation et à pouvoir l'intégrer dans le marché du travail, parce qu'effectivement, quand vous avez passé 2 ans, vous avez été formé, que vous êtes investi, et qu'en plus de ça, vous avez l'encadrement nécessaire, eh bien, ça arme, si je peux utiliser cette expression, beaucoup plus nos jeunes, et ça leur permet tout simplement de se réinsérer sur le marché du travail beaucoup plus rapidement qu'on ne le faisait avant. Donc, c'est une excellente nouvelle, William. Oui. Je voudrais rajouter également que l'évolution du nombre d'apprentis en France, en 2016-2017, il y avait 144 000 apprentis. En 2019-2020, on est passé à 153 000. Ça fait plus de 6% d'augmentation. C'est énorme. C'est énorme. Et l'autre point, et moi qui me touche beaucoup, c'est que ce sont les entreprises artisanales qui emploient et forment le plus d'apprentis. 32% de ces 153 000 sont formés par des artisans, pour des métiers artisanaux. Et ça, c'est beau, ça. C'est vrai, et par contre, malheureusement, il en manque encore énormément. J'étais avec le président de la Fédération française du bâtiment, avec les métiers de l'artisanat encore il y a 3 semaines. Il manque cruellement de personnes. Ils pourraient en intégrer, mais beaucoup plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont tout simplement, ils n'ont pas assez de main-d'œuvre et d'effectifs sur ces métiers-là, en tout cas. Donc, on voit qu'il y a encore un très gros effort à faire parce qu'ils pourraient produire plus, ils pourraient transformer plus. Et quand on voit les enjeux, William, notamment sur l'écologie, avec les grands programmes d'ici 2025-2027, on l'a vu, de supprimer nos chaudières au fioul, au gaz, de revoir l'isolation, de changer toutes nos fenêtres en du double, voire triple vitrage,
de revoir l'isolation des toitures, des murs. Enfin, faut imaginer, c'est des chantiers colossaux qu'il va falloir mener dans les 10 ans et les 15 ans qui viennent. Et pour ça, il faut de la matière première et il faut des hommes et des femmes pour mener à bien tous ces chantiers dans nos bureaux et dans nos logements personnels. J'ai entendu, j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais une très belle boîte en Alsace qui fabrique des panneaux solaires. Ils en fabriquent aujourd'hui 500 000 par an. Et ils sont en forte progression. Ils veulent en produire l'année prochaine 1 million. C'est dingue. Là, l'augmentation est énorme. Donc il y aura de l'emploi sur ces métiers-là, et puis pas que des métiers artisanaux ou manuels, la construction, mais il y a aussi l'ingénierie, parce qu'il faudra inventer les panneaux solaires de demain qui ne fonctionnent avec d'autres qui soient plus performants, et pas uniquement ceux où on achète encore les pièces aujourd'hui en Chine. Bien, on a fait le tour des thèmes qu'on avait décidé d'aborder aujourd'hui, mon cher Nicolas. Sujet important. Donc, si vous avez des questions, cher public, nous sommes preneurs. Si tu veux réagir sur autre chose, Nicolas. Au niveau des au niveau des entreprises, après il y a plein de sujets qu'on peut aborder. On a parlé du financement tout à l'heure, et ça j'attire vraiment la vigilance de tous les chefs d'entreprise là-dessus. La trésorerie pour investir, pour se transformer, pour soigner bien votre trésorerie, c'est vraiment un élément déterminant. La main-d'œuvre, c'est le sujet. Je dirais que le sujet le plus complexe et pour lequel il est difficile de répondre là en tant que tel, c'est la flambée des matières premières. C'est vrai que c'est un sujet compliqué. Quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, qu'on achète cette matière première, mais qu'entre le moment où on l'achète, le moment où on la vend sur un devis et le moment où on réalise le chantier, on peut avoir des fluctuations, pas de 2 ou 3%, mais de 10, de 15, de 20, de 40%. Et ça, c'est un vrai sujet. J'ai pas de solution miracle en tant que telle, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver d'autres débouchés, peut-être de changer de fournisseur, de regarder comment on peut faire peut-être différemment, tout simplement. Mais là, il faut faire preuve un petit peu d'imagination, de prise de recul, pour trouver en tout cas des solutions alternatives et préparer le plan B et le plan C. Voilà, et pas rester enfermé dans son modèle. C'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est prendre de la hauteur et éventuellement, le cas échéant, se faire accompagner, en tout cas dans ces réflexions-là. Alors, une question de Serge. Alors Serge, je vous dis tout de suite, là, je peux déjà vous donner la réponse de Nicolas, c'est oui. La question de Serge, est-ce le bon moment pour créer son entreprise malgré les crises successives ? La réponse est oui. Ça, j'en étais sûr. C'est une bonne réponse. Évidemment, d'abord, je le redis, moi, j'ai eu la chance de créer quand même pas mal d'entreprises. C'est plus simple de créer une entreprise, paradoxalement, en pleine crise que de la créer en haut d'un cycle économique. Je vous donne un ordre d'idée. Imaginez un instant que vous ayez investi, comme c'est arrivé à certains en juin 2019, vous décidez d'investir toutes vos économies pour monter un hôtel-restaurant. Vous empruntez, vous faites un prêt de 500 000 ou 1 million d'euros, vous vendez tout avec votre femme, vous achetez en juin 2019, vous lancez votre business, vous avez vos charges, vos crédits, puis vous faites l'ouverture en janvier 2020. Puis là, vous prenez la crise. Si vous voulez, c'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant 2020, on ne le savait pas, mais on était déjà en haut d'un cycle économique. Les bourses étaient au plus haut, la croissance était bonne, le chômage commençait déjà à fortement diminuer. On était sur une tendance très haussière. Monter un projet en période de crise, ça a plusieurs mérites. D'abord, l'essentiel des personnes dans la crise sont généralement un peu apeurées, tétanisées et sont en position, j'allais dire, de vigilance, d'attente. C'est là où il faut prendre tout le monde de vitesse et saisir les initiatives. Donc ça, c'est le premier élément. C'est un élément extrêmement important, c'est saisir les initiatives justement en période de crise. Le deuxième élément de la crise, c'est que, tel que je l'ai évoqué là sur différents exemples tout à l'heure, la crise, elle ouvre des perspectives et des opportunités. Et c'est là où il faut être malin. Désolé de vous dire, mais pendant la période de crise que nous venons de vivre, vous avez des centaines, des milliers de projets qui se sont créés et qui sont des réussites fantastiques. Je vais vous citer un exemple que j'ai déjà fait intervenir. C'est Victoria Benaïm.
Elle a créé une entreprise qui s'appelle aujourd'hui French Cancan, anciennement iLunch. Elle a été frappée de plein fouet, donc elle fait de la restauration essentiellement pour les salariés dans les entreprises. Et évidemment, avec les crises sanitaires et le télétravail, vous imaginez bien que les cantines d'entreprise ont été complètement bousculées. C'est-à-dire que là, vous aviez, je ne sais pas, 80% des salariés qui venaient déjeuner tous les midis du lundi au vendredi. Quand aujourd'hui, vous avez des gens en télétravail, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, qui reviennent pas, partiellement, les DRH qui rechangent, qui remettent 3 jours de télétravail, mettez-vous à la place d'un Sodexo qui doit gérer des milliers de cantines, d'accord, d'entreprises pour gérer les flux de stock, de nourriture, qui sont quand même des denrées périssables. Comment vous faites? Eh bien, elle a disrupté tout le marché, elle a profité de cette cacophonie pour utiliser des grands chefs qui étaient au chômage, qui n'avaient pas de boulot parce que tous les restaurants étaient fermés, en disant « Vous savez faire la cuisine, moi j'en ai besoin parce que j'ai quand même des salariés qui viennent ». Elle a monté une plateforme digitale. Vous passez commande du jour pour le lendemain ou dans la minute et vous faites livrer un plat bio en circuit court dans votre région, 100% jetable, à un prix défiant toute concurrence. Et aujourd'hui, elle est en train de disrupter sur son marché l'ensemble des restaurations d'entreprise. Donc, le message que je veux vous faire passer, c'est que dans chaque crise, il y a des opportunités. Et encore une fois, il faut s'ouvrir, observer comment évoluent les comportements, les changements. Certains disaient tout à l'heure, les mobiliers de bureau. Quand vous réduisez toutes vos surfaces de bureau, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Vous avez plein d'investisseurs qui sont en train de récupérer ces milliers de mètres carrés pour les transformer en espace coworking. Parce que l'avenir, c'est d'accueillir une start-up 6 mois, 9 mois, des start-up qui font des croissances de 20, 30, 40%. Je commence avec 2 bureaux, puis 6, puis 8, puis 10, puis 15, puis je change, puis je bouge. C'est plus d'être dans un bail 3, 6, 9, vous êtes engagé pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, avec des charges lourdes, avec des mètres carrés qui sont figés, des environnements qui sont figés. L'avenir, c'est le coworking. Et donc, vous voyez, il y en a qui sont très perdants parce qu'ils avaient des modèles économiques basés sur des beaux 3, 6, 9, et c'est ce qu'on est en train de voir sur Paris, la Défense, et j'allais dire toute la couronne, la première et la deuxième couronne parisienne. Et vous avez l'émergence de dizaines, de centaines d'espaces coworking, parce que c'est ce qui correspond aux besoins des entrepreneurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, Valumen est dans un espace coworking. Voilà. Bien. Pour revenir au déjeuner des salariés, moi je conseille, si vous avez faim, une bonne pizza Buitoni. Il n'y a rien de tel. Ouais. Et tu sais, William, je suis dans un espace coworking et tu sais où je suis là? Je suis au siège social de Nestlé. Ah! Autant dire que là, si je regarde en haut au 7e étage, ils sont en gestion de crise, si tu vois ce que je veux dire. Une question de Ariel. Quid des effets de la crise sur le nombre de missions freelance, management de transition et le prix de nos prestations? Eh bien, le prix, alors bon, d'abord l'émission, je vais vous donner, parce que j'en suis très fier. Moi, j'ai créé Valumen le 6 mars 2020, je précise, donc une semaine avant la grande guerre annoncée par notre président de la République. En première année, Valumen a réalisé 2,2 millions de chiffre d'affaires. En 2021, nous avons fait 7,2 millions. Et pour 2022, on devrait dépasser les 11,5 millions à 12 millions d'euros pour notre deuxième véritable exercice. Alors, autant vous dire que le marché est très porteur. Alors, Valumen performe sans doute beaucoup plus rapidement que le marché, mais pour avoir beaucoup échangé avec nos confrères, on est quand même sur un marché en croissance de l'ordre de 15%. Voilà, donc on est sur un marché du freelancing qui s'accélère. Le deuxième indicateur important, c'est qu'on a chez Valumen de plus en plus de managers beaucoup plus jeunes. Quand je dis beaucoup plus jeunes, c'est que le marché du freelancing à l'origine et du management de transition, on avait beaucoup de gens de 55, 60 ans qui en gros terminaient un peu leur carrière, avaient envie encore de travailler 3-4 ans et se reconvertissaient entre guillemets en tant que manager de transition. Aujourd'hui, nous, la moyenne d'âge chez Valumen, c'est 42 ans. Donc, on a des managers de transition qui ont 35 ans, 32 ans. Voilà, donc on a des managers beaucoup plus jeunes qui quittent leur CDI pour devenir manager de transition. Et c'est tout le sujet intéressant qu'on fait chez Valumen, c'est que nous, on aide à
finalement à incuber ces futurs managers de transition. On les forme, on les accompagne, d'accord, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire bénéficier de leur expérience et contribuer à accélérer les transformations et mener à bien les missions qui leur sont confiées dernièrement. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que, est-ce qu'en période de crise, le marché est porteur? La réponse est oui. Le marché est très porteur aujourd'hui dessus. On a de plus en plus de besoins. Les métiers qui tirent le plus, c'est les métiers donc de l'IT et du digital, sur des postes de directeur de programme, des directeurs de projet, de déploiement de projets, par exemple autour des ERP, voilà, des postes de DSI bien évidemment. C'est les métiers de la finance qui sont très sollicités aujourd'hui. Ce sont les métiers liés aux ressources humaines très sollicités. Et puis le quatrième, qui est toujours très proche, c'est tous les métiers liés à la supply chain, aux opérations, à la logistique. On en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, ils ont des sujets majeurs de réorganisation, d'amélioration des processus. Donc pour ça, il faut travailler et ils ont besoin de managers de transition aguerris pour justement accélérer et mener ces transformations. Bien. Écoute, Christelle demandait d'où venait le nom de Valumen, mais notre ch'ti bonapartiste lui a répondu. Voilà. Alors Valumen, c'est l'association en anglais de value, donc moi et men, donc l'humain. En fait, on a décidé de l'associer parce qu'en fait, Valumen, c'est un peu la quintessence de mon parcours professionnel pour ceux qui me connaissent. Moi, je suis dans les ressources humaines depuis plus de 23 ans. J'ai toujours considéré que c'était les hommes et les femmes et les hommes qui contribuaient au changement et non les technologies. Voilà, le plus important, c'est le capital humain. C'est la capacité d'un dirigeant à fédérer, à rassembler les meilleurs talents autour d'un projet, autour d'une vision et de les faire marcher main dans la main pour que l'ensemble de ces forces additionnant, finalement, vous puissiez donner vie à votre projet et faire développer votre entreprise et lui permettre d'assurer une continuité et une pérennité. Moi, j'ai beaucoup appris des crises, j'ai beaucoup appris des périodes de très forte croissance. Et quand j'ai décidé de refonder Valumen, effectivement, le 6 mars 2020, c'est pas le hasard, c'est le fruit de tous mes succès, de tous mes échecs. Voilà, j'ai pesé le pour, le contre et j'ai décidé de rebâtir un projet central, construit avec des hommes et des femmes et d'être un acteur de la transformation. Et c'est ce que l'on a fait avec Valumen et que nous faisons aujourd'hui quotidiennement avec un rythme plus que soutenu. Voilà. Bien. Il y a Lilian qui te dit que apparemment lui il est directeur général, manager de transition et il dit que c'est très calme. Aucun appel en ce moment. Ah ben, nous, on est débordés. On a placé 35 nouveaux managers de transition depuis le 1er janvier 2022. On est sur un rythme de 10 par mois. Alors après, bon, on peut être DG de transition. Il faut regarder voilà, quel est un petit peu l'expertise, le profil, est-ce qu'on est bien référencé? Enfin voilà, bon, j'invite notre ami à se connecter sur notre site, envoyer son CV, et puis on va regarder un petit peu le typologie d'émission qu'il recherche. Voilà. Bien. Il est inscrit déjà chez toi. Et bon, on va regarder ça. Bon, pendant que vous chattez, moi je vous présente les 2 prochains webinaires de la semaine. Donc la semaine prochaine, on parlera sécurité informatique. Protégez-vous, protégez votre entreprise des menaces Internet. On se dit souvent, même pour une micro, un freelance, hein, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Moi, je travaille pas à la Banque de France, je suis pas une grosse boîte, je crains rien. Mais si, tout le monde craint, même un particulier, parce qu'une fois qu'on s'est fait voler ses données ou qu'elles sont irrécupérables, ou compactées ou chiffrées, eh ben c'est une perte de temps pendant plusieurs mois, c'est une perte financière pour pouvoir tout reconstruire. Et donc c'est très important que vous soyez petit, tout seul ou moyen ou très gros. La sécurité informatique est de plus en plus importante, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et moi, je peux vous en parler aussi, ne serait-ce que pour le site web de Second Souffle. On reçoit plus d'100 d'attaques par jour.
Et l'été dernier, une personne que je connais qui est en freelance, hein, elle a juste, elle a une autre personne avec elle, ils sont deux. Au mois d'août l'année dernière, elle s'est fait pirater son site internet. Ça lui a coûté 2 mois de refabrication de son site et 10 000 euros. Voilà. Donc, comme quoi c'est important, on n'a pas besoin d'être dans une grosse entreprise pour se protéger. Il faut le faire. Alors, on verra ça la semaine prochaine donc avec Christine Claire, hein, qui est spécialiste en cybersécurité. Donc, on vous expliquera des petits gestes simples hein, et qui marchent pour votre entreprise comme vous, particulier également. Et puis, dans 15 jours, nos amis, l'association, la GSC, nous parlera, nous fera découvrir le parcours de 2 chefs d'entreprise qui ont donc subi un échec et grâce à l'association GSC, ils ont pu avoir un revenu pour pouvoir passer ce cap du rebond et rebondir en bonne situation. Voilà, mon cher Nicolas. Parfait. Écoute, pour compléter quand même, parce qu'on est vraiment sur le sujet de la cybersécurité, d'abord, aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose qui est extrêmement rare. Moi, depuis qu'on a créé Valumène en 2 ans, sur nos 40 clients, on a 4 clients qui ont subi une attaque qui leur a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros pour ces entreprises-là. C'est pas 1 sur 10 000, c'est 4 sur 40 de nos clients. La dernière en date, un grand groupe industriel dans le domaine de l'agroalimentaire. Ils n'ont pas pu d'ailleurs nous payer les factures depuis le mois d'avril. On vient de recevoir un chèque hier. Tous les systèmes ont été piratés, verrouillés, et ça a été extrêmement compliqué. J'ajoute là-dessus que le dernier point, évidemment, vous aurez un webinaire passionnant sur le sujet avec ce que vous pouvez mettre en place. Il y a une autre chose, je vous invite à le faire. Je l'ai fait moi-même et j'en fais la pub pour notre ami Julien Renaud, que tu connais bien, William. Avec Julien Renaud, on a mis en place une protection. Et j'ai pris en place un contrat pour nous protéger juridiquement, humainement et financièrement des risques de cybersécurité. Ça n'enlèverait pas évidemment le problème et tout le sujet technique à mettre en œuvre que vous verrez le week-end prochain. Mais par contre, je suis assuré à hauteur de plusieurs millions d'euros, qui fait que si jamais Valumène devait subir une attaque demain, on aurait les moyens humains, juridiques et financiers pour répondre à ce type de sujet. Donc, c'est important aussi, je pense, d'être bien assuré sur le sujet. Oui. Il faut rajouter également, on le verra la semaine prochaine, la plupart de ces menaces, enfin pas la menace, mais le fait qu'on soit fragilisé par les menaces Internet, je dirais que c'est 90%, c'est une cause humaine. Ouais. Même si vous avez le meilleur DSI avec toute une équipe d'ingénieurs, quelquefois il y a un oubli. Je me rappelle, il y a 2 ans, le Sopra Group, hein, qui est un tout petit peu plus petit que Capgemini, mais bon, quand même. Et c'est quand même un gros acteur. C'est plus de 100 000 employés. Il y avait des gens qui ils avaient oublié au service informatique de faire des mises à jour de serveurs pour avoir avec les derniers patchs de sécurité. Voilà. Et donc, ils se sont fait attaquer là-dessus et ils ont eu de gros problèmes. Ouais. Pour répondre à Saverio, je vous mets dans le chat le superbe webinaire que nous avons fait l'année dernière avec Nicolas, qui nous parle justement du métier de manager de transition. Oui, c'est vrai. On avait fait un special management de transition. Je m'en souviens, William. Tu avais un peu plus de cheveux à l'époque. Non. Ah bon? Non, ils tombent pas les miens, pas pour l'instant. Bon, en tout cas, moi, je vois que je suis rassuré sur un point, William. Et qu'on parlait du développement des compétences tout à l'heure. Et je trouve qu'en 2 ans, entre le premier webinaire et donc le 75e aujourd'hui, tu as quand même considérablement progressé en la matière. Hein. C'est vrai. Je suis le Michel Drucker du webinaire. Ouais. Il est où ton chien? À mes pieds. C'est une chienne. Bon, d'accord. Tu auras le prix de l'humour 2022. Bon, sur ces bons mots, messieurs, dames, je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé sur la homepage, la page d'accueil du site Second Souffle, où vous verrez les 2 visuels pour pouvoir vous inscrire aux 2 prochains webinaires. Et puis, d'ici la fin de la journée, moi, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible et que vous pouvez le revoir, le voir, le re-revoir et le re-revoir et tout comprendre de tout ce qu'a dit Monsieur Nicolas Doucerin. Bon week-end à tous. Ouais, merci William, merci à toutes et à tous et à très bientôt les amis. Bye bye.
Bye bye.